depuis le coup d'État perpétré donc le 26 juillet 2023 par une partie de l'armée nigérienne. Mhm. Alors, ce qui nous a fortement indignés dans cette situation, c'est de voir les velléités bellicistes, les velléités belliqueuses qu'a manifesté la France notamment, qui a eu des postures, mais je dirais très étranges par rapport à l'avènement donc de ces militaires au pouvoir au Niger. Nous avons dit non à la guerre dans un premier temps. Pourquoi? Mais parce que nous avons observé que euh, la France qui habituellement condamne les coups d'État en Afrique, nous avons vu le coup d'État perpétré au Mali, nous Mhm. avons vu celui perpétré En Guinée? en avril 2021 au Tchad. C'est un Mhm. coup d'État, il faut l'appeler comme tel, hein, lorsque le Absolument. président Idriss Itno Déby est assassiné sur le champ de bataille, comme qui dirait. C'est son fils qui prend le pouvoir, mais il ne le prend pas de façon constitutionnelle. Il le prend Voilà. parce que il est adoubé par la France qui considère que il serait le mieux approprié de conduire, de poursuivre la gouvernance au Tchad après la mort de son père, alors que la Constitution prévoyait que ce n'était pas le fils de Monsieur Déby qui devait être président de la République Mhm. dans un tel contexte. Et donc là, il y a eu une violation manifeste de la Constitution du Tchad. Mhm. Mais la France a eu une attitude plutôt, je dirais, tolérante, accompagnée dans cette entreprise par l'Union européenne, dont le représentant a été présent le jour de l'investiture du président, en tout cas le fils Kaka. du, voilà, le fils du président tchadien décédé. Donc, nous avons observé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous savez, les coups d'État, tant qu'ils sont organisés par la France, ça ne pose aucun problème. Vous savez, ça ne pose aucun problème. Et pour cela, la France est organisée à se construire des éléments de domination sur le sol africain, le maintien des bases militaires dans certains pays d'Afrique. Vous parliez tout à l'heure du Congo-Brazzaville, par exemple. La base militaire pour déstabiliser le Congo-Brazzaville n'est pas au Congo même, mais c'est au Gabon. Vous Au savez très Gabon, bien que juste à lorsque côté. le coup d'État perpétré contre le président Lissouba est entrepris, eh ben, les renforts de l'armée française partent quand même du Gabon pour soutenir la déstabilisation du pouvoir et pour installer M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Vous savez que chaque président français qui arrive au pouvoir a toujours cette... En fait, il y a en eux je dirais, cette gêne, au fond, qui est toujours là, de savoir que la France-Afrique reste un boulet Mhm. que traînent en réalité les deux États, c'est-à-dire que l'État français et ses ex-colonies. Voilà. Donc, chaque fois qu'ils arrivent, ils ont besoin de se donner bonne conscience en disant eh bien, la France-Afrique n'existe plus. Eh bien, nous allons changer notre politique à l'égard des pays africains. Chaque fois, ils commencent avec le même refrain et chaque fois, la réalité les rattrape. Lorsqu'ils s'installent au pouvoir, lorsqu'ils s'imprègnent des dossiers, de la géopolitique et de la géostratégie, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas se défaire de leurs anciennes colonies parce que la France ne produit pas de mines. Mhm. La France dépend énergétiquement des matières premières africaines. Le Niger, par exemple, je dirais, compte pour le quart de la souveraineté énergétique de la France. L'électrification de la France dépend du Niger, de l'uranium pris au Niger ou acheté à vil prix au Niger. Donc, ils se rendent bien compte que la France-Afrique, au fond, ils n'aiment pas trop ce concept de France-Afrique, mais il faut le dire, la France-Afrique est toujours là. La France-Afrique est maintenue, alimentée, organisée au travers des instruments qui sont la monnaie, quand même. Le CFA est un instrument puissant de la France-Afrique. Les bases militaires en Afrique sont des éléments puissants de la France-Afrique, n'est-ce pas? Ces coups d'État qui sont organisés ça et là pour garantir les intérêts français en Afrique font partie de la France-Afrique. Donc on ne peut pas dire que la France-Afrique n'existe pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre nos programmes à TLR TV. Je suis
Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur une actualité qui a été brûlante dans le continent il y a quelques jours, qui est encore d'actualité d'ailleurs. Il s'agit de la crise au Niger. Nous avons tous suivi le développement de cette crise et avec l'imminence d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, au motif que une junte aura pris le pouvoir au Niger, mettant en détention un président élu démocratiquement, M. Mohamed Bazoum, pour ne pas le citer. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin ont été ces pays pilotes pour mener cette intervention au Niger. Ça fait quelques jours maintenant, cette intervention n'a pas eu lieu. Il faut dire aussi que sur la toile maintenant, avec l'avènement des médias sociaux, des panafricanistes, des influenceurs, et tout le monde pratiquement s'est prononcé là-dessus, notamment contre la guerre, en parlant, n'est-ce pas, de la souveraineté des pays africains à disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons un invité formidable. Nous aurons Maître Daniel Babin. Maître Daniel Babin est avocat. Elle est avocat au barreau de Brazzaville. Elle est également avocate au barreau de Paris. Il y a quelques jours, elle a publié un billet sur les médias sociaux. Un billet où elle présente sa posture contre la guerre au Niger, évidemment. Les personnes qui suivent son actualité ont certainement lu ce billet. Elle va nous en parler. Sans plus tarder, on va accueillir Maître Babin. Bonjour, Maître Babin. Bonjour, Monsieur Georges Goma. Je vous remercie de l'invitation qui m'a été faite de partager ce plateau avec vous. Je vous en remercie vivement. Ben, bonjour, Monsieur David Delandy. Voilà, c'est nous qui vous remercions par votre programme très, très chargé. Vous avez compris que nous avons quand même bataillé dur pour vous avoir. Vous êtes une femme très, très occupée. Et merci de nous offrir votre samedi, votre week-end pour, n'est-ce pas, cet échange. Et nous espérons que dans le futur également, nous aurons le bonheur de vous avoir à notre plateau. Alors, je vous remercie de l'invitation. C'est cela. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je reviens sur votre billet. J'ai fait une petite introduction rapide. Vous êtes présenté contre la guerre au Niger. Il y a un président élu démocratiquement au Niger, M. Bazoum. Tout à fait. Qui a été éjecté du pouvoir. Et que dans le destin des pays africains, on aimerait que les Africains soient des pays démocrates en tant que tels, et que toute prise de pouvoir par la force doit être condamnée d'une manière ou d'une autre. Alors, essayez de nous expliquer un peu l'essence même de votre billet. Ben écoutez, en tant que citoyenne, je dirais, africaine, en tant que, je dirais aussi, observatrice de l'actualité internationale, je ne pouvais pas rester indifférente face à l'évolution de la situation dans les pays du Sahel, et en particulier depuis le coup d'État perpétré donc le 26 juillet 2023 par une partie de l'armée nigérienne.
Mhm. Alors, ce qui nous a fortement indignés dans cette situation, c'est de voir les velléités bellicistes, les velléités belliqueuses qu'a manifesté la France notamment, qui a eu des postures, mais je dirais très étranges par rapport à l'avènement donc de ces militaires au pouvoir au Niger. Nous avons dit non à la guerre dans un premier temps. Pourquoi? Mais parce que nous avons observé que euh, la France qui habituellement condamne les coups d'État en Afrique, nous avons vu le coup d'État perpétré au Mali, nous Mhm. avons vu celui perpétré En Guinée? en avril 2021 au Tchad. C'est un Mhm. coup d'État, il faut l'appeler comme tel, hein, lorsque le Absolument. président Idriss Itno Déby est assassiné sur le champ de bataille, comme qui dirait. C'est son fils qui prend le pouvoir, mais il ne le prend pas de façon constitutionnelle. Il le prend Voilà. parce que il est adoubé par la France, qui considère que il serait le mieux approprié de conduire, de poursuivre la gouvernance au Tchad après la mort de son père, alors que la Constitution prévoyait que ce n'était pas le fils de Monsieur Déby qui devait être président de la République Mhm. dans un tel contexte. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Et donc là, il y a eu une violation manifeste de la constitution du Tchad. Mhm. Mais la France a eu une attitude plutôt, je dirais, tolérante, accompagnée dans cette entreprise par l'Union européenne, dont le représentant a été présent le jour de l'investiture du président, le fils du président tchadien décédé. Donc, nous avons observé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est vraiment... Maître Baba, c'est très important ce que vous dites là. Permettez-moi que je vous interrompe sans couper le fil de vos idées pour compléter un certain nombre de choses. Ce que nous avons tous vu, c'est le départ précipité et bien marqué du président français au Tchad. Tout à Il fait, a tout à fait, imposé de sa présence tout à fait. pour accompagner, n'est-ce pas, cette transition qui est anticonstitutionnel, comme vous venez de le dire là. Tout à Voilà. fait, Je voulais tout à fait. simplement, n'est-ce pas, rajouter cet élément-là. Physiquement, il s'est déplacé pour accompagner cette dévolution du pouvoir qui est anticonstitutionnelle. Et il était le seul président, je dirais, occidental. Hein. Il y avait lui et il y avait le représentant de l'Union européenne avec lui, M. Borrell, qui est allé honorer de sa présence cette investiture. Et nous avons vu par la suite aussi le coup d'État de la Guinée-Conakry, lorsque Mhm. le président Alpha Condé est renversé dans les conditions que nous connaissons, parce qu'il avait certainement usé d'une certaine liberté dans la critique. Nous savons comment est-ce qu'il a été d'ailleurs ramené à l'ordre par le président Alassane, Alassane Ouattara, qui lui disait, écoute, Alpha, tu as entendu, les micros sont ouverts, tu es en train de dénigrer Voilà, c'est ça. nos partenaires occidentaux, vraiment Ouais. fais gaffe. Et il a payé je dirais, de cet écart de langage-là. Nous avons vu donc ce coup d'État perpétré qui a été condamné tièdement, timidement, mais le nouveau président de Guinée-Conakry est là, il est en train d'exercer son pouvoir. Il n'a jamais été question d'inciter la CEDEAO à faire la guerre, soit au Tchad, soit à la Guinée-Conakry, soit même au Mali, au Burkina Faso, qui eux aussi ont eu des coups d'État par la suite, le coup d'État d'Ibrahim Traoré en 2022. Donc vous voyez que l'attitude de la France était très étrange et je vous assure qu'on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester les bras croisés sans agir. Ce n'est pas possible. Je Maître, pense que les populations africaines aujourd'hui, elles sont complètement
épuisés par cette politique africaine de la France qui méprise les droits humains, qui méprise les gouvernements africains, qui méprise bien vraiment l'opinion publique africaine. Ce n'est plus possible. Et donc, nous avons décidé au sein de Winning Africa, qui est une ONG que nous animons depuis les années 2010. Vous parlez de votre organisation, mais j'aimerais que, puisqu'on a entamé un peu, on a abordé cette façon dont la France a s'occupé, n'est-ce pas, de ces problèmes en Afrique, il faut, vous l'avez dit, monsieur Condé, Alpha Condé, était devenu un peu trop bavard sur la critique de la France. Mais revenons au Tchad, Maître Babin, là. Revenons un peu au Tchad. Mais écoutez, qui était devenu aussi Idriss Déby. Je pense que Idriss Déby, lui aussi, il était sorti avec une critique assez farouche de la France, en disant même qu'il allait quitter le pouvoir en 2008, en 2009, et que c'était la France qui avait changé jusqu'à sa constitution. Il a dit ouvertement, clairement, dans le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso aussi, quelle a été la posture de la France, accompagner M. Denis Sassou Nguesso contre un régime élu démocratiquement de Pascal Lissouba. On va embrasser cela globalement pour essayer de montrer à nos téléspectateurs un peu cette culture de la France vis-à-vis de ces pays africains. Tout à fait, tout à fait. Il faut rappeler que, effectivement, c'est-à-dire que M. Idriss Déby est devenu trop bavard à un moment donné, puisque si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est au micro de M. Alain Foka, journaliste de RFI, que M. Itno Déby est en train d'expliquer que lorsqu'il a voulu en tant que militaire, et il voulait honorer la parole donnée, qu'après ces 2 mandats d'exercice, il devait se retirer du pouvoir. Au moment où il entreprend donc de se retirer du pouvoir, eh ben, il confie à la presse présente que c'est un constitutionnaliste français que la République française avait donc délégué dans son pays, donc à N'Djamena, qui est venu le convaincre de se maintenir au pouvoir et en cela, le conseiller donc de changer sa constitution afin de donner enfin faire sauter le verrou de la limitation des mandats et puis modifier en tout cas les dispositions qui lui permettaient donc de faire cette forfaiture. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. D'abord, s'il vous plaît, ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Vous savez, tous les dictateurs africains ont eu droit au même traitement. Vous voyez très bien que ce soit au Congo, que ce soit au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Tous les pays africains subsahariens ont eu recours à la modification des constitutions. Au Centrafrique, c'était la même chose. Et récemment encore, avec le nouveau président Touadéra, il a encore modifié sa constitution, mais par référendum cette fois-ci, pour lui donner une certaine légitimité. Donc cette culture du changement des constitutions, elle est encouragée par la France qui veut chaque fois s'assurer d'une certaine garantie de stabilité eu égard à ces intérêts économiques qui sont
énorme sur le sol africain. Et donc, le président Idriss Déby, effectivement, a payé de cette liberté de parole, a payé de cet affront, hein, il faut le dire ainsi, cet affront qu'il a fait donc aux autorités françaises. Mais vous savez, la culture des coups d'État en Afrique, c'est là aussi qu'il faut revenir. Les coups d'État ne sont pas... vous savez, les coups d'État, tant qu'ils sont organisés par la France, ça ne pose aucun problème. Vous savez, ça ne pose aucun problème. Et pour cela, la France est organisée à se construire des éléments de domination sur le sol africain. Le maintien des bases militaires dans certains pays d'Afrique. Vous parliez tout à l'heure du Congo-Brazzaville, par exemple. La base militaire pour déstabiliser le Congo-Brazzaville n'est pas au Congo même, mais c'est au Gabon. Vous savez très bien que lorsque le coup d'État perpétré contre le président Lissouba est entrepris, eh bien, les renforts de l'armée française partent quand même du Gabon pour soutenir la déstabilisation du pouvoir et pour installer M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et donc, les choses sont toujours organisées un peu de la même manière. Voilà. Donc, le Niger, pour revenir sur le cas du Niger, le premier coup d'État au Niger, il date quand même de l'année 1974. En 1974, qu'est-ce qui va provoquer le premier coup d'État où le premier président, enfin du moins le président Amani Diori va être renversé par le militaire Séni Kountché? Pourquoi? Eh bien, parce que les accords coloniaux entre la France et le Niger prévoyaient que le Niger puisse réserver la priorité de la vente de ses matières premières à la France. Et le Niger devait vendre uniquement à la France, donc l'uranium, ainsi que les autres minéraux stratégiques. D'accord? Et dans le domaine de la sécurité aussi, il y avait des accords d'assistance technique qui seront signés plus tard dans les années 77, prévoyant un arrangement en vertu duquel le gouvernement nigérien devait donc bénéficier de la présence continue, notamment des experts français et de la formation, notamment en matière militaire. Mais en réalité, à un moment donné, le président Diori va poser le problème de l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire renégocions ce contrat colonial. C'est alors que le coup d'État va être perpétré contre Amani Diori. C'est parce qu'il a simplement reposé le problème de la renégociation des prix des matières premières dans son pays. Et donc, on lui a préféré Séni Kountché qui est venu docilement et pour faire la volonté des maîtres extérieurs, des maîtres coloniaux. Un militaire, hein, Séni Kountché, un militaire aussi. Hein? Oui, un militaire, voilà. Tout à fait, mais c'est toujours ça. Donc, ils ont fait tenir nos États par des militaires, parce qu'ils savent très bien que lorsque les militaires viennent au pouvoir, ce n'est pas de façon démocratique, mais c'est pour installer une dictature qui va préserver les intérêts occidentaux. Ça s'est passé dans tous les pays africains, même au moment où ils vont faire croire à une forme de libération démocratique dans les années 90 avec le sommet de la Bolle, avec la perestroïka qui va partir des pays de l'Europe de l'Est, notamment de l'explosion de l'Union soviétique. Nous voyons très bien que ça a été une grosse escroquerie en fait. C'est un vernis de démocratie qu'on a voulu donner aux pays africains qui tous ont organisé les conférences nationales souveraines. Nous avons vu au Bénin d'ailleurs qui a fait la première conférence nationale souveraine qui a débouché sur des élections démocratiques avec l'installation du multipartisme par la suite. Mais tous les acquis des conférences nationales, que ce soit au Congo, que ce soit au Bénin, tout a été reconfisqué tout de suite après. Nous avons eu après les conférences nationales. Je vais rebondir là-dessus. C'est important ce que vous dites là, maître. Bon, ben, écoutez, là aussi, cette tendance, là aussi, qu'il y a, bon, d'accord, la France a ses intérêts, à tout remettre sur la France, tout rejeter sur la France. On a des raisons de croire que la France a installé un système sophistiqué dans la défense des intérêts, vous l'expliquez si bien. Mais attendez, les années 90, la démocratie en Afrique, est-ce que vous êtes en train de dire que non, écoutez, la démocratie serait quelque chose qui ne serait pas adapté aux pays africains? Est-ce qu'on peut dire que les Africains ne sont pas responsables eux-mêmes aussi, n'est-ce pas, d'avoir lâché la démocratie en tant que telle au Congo-Brazzaville? C'est bien les Congolais qui se sont battus entre eux, là, non? Non, il faut comprendre une chose. Vous savez,
c'est vrai que je vois aussi une certaine tendance parmi les intellectuels africains à jeter l'anathème sur le système démocratique pour dire que c'est un système qui ne sied pas aux Africains, que les Africains doivent penser un nouveau système de gouvernance. Pourquoi pas? Mais la démocratie n'est pas pour autant un système dans lequel l'Africain ne saurait pas se réaliser. C'est complètement faux. Il faut relativiser. La démocratie, que représente-t-elle? Que renferme-t-elle? Moi, j'aime bien un politologue qui disait que la démocratie reste une perspective en réalité. C'est-à-dire que même en Occident, nous n'assistons pas à une véritable démocratie. Il n'y a pas de réelle démocratie en tant que telle qui puisse respecter à la fois la gestion du pouvoir politique par les citoyens, parce que le mot démocratie, c'est quand même ça, n'est-ce pas? C'est la gestion de la cité par le peuple. Voilà. Et par le transfert je dirais, de cette souveraineté au travers d'élections libres par des représentants, que ce soit des députés, que ce soit des maires, ainsi de suite. Donc, un système décentralisé où le peuple s'exprime au travers de ses représentants. Voilà, c'est-à-dire la démocratie. Une démocratie directe ou indirecte. Ou indirecte. Et sans vous couper, une fois de plus, retenez votre idée, c'est très intéressant, c'est pourquoi je suis moi aussi un peu excité par rapport à votre discours. Ben, vous avez dit, moi je vais vous citer aussi Churchill, Winston Churchill. C'est lui qui dit que, écoutez, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur système qui soit, mais c'est le moins pire. C'est le moins pire. C'est-à-dire qu'au-dessus de la démocratie, finalement, il n'y a pas de système qui soit meilleur par rapport, n'est-ce pas, à la souveraineté du peuple. Et puis la démocratie, ma foi, c'est bien la recherche de cette liberté-là, non? La liberté d'opinion, la liberté d'entreprendre, c'est ça. Donc, il n'y a pas une liberté d'entreprendre ou d'opinion pour les Occidentaux et une autre qui soit pour les Africains. Il n'y en a pas. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites. La démocratie telle qu'elle a voulu être, telle qu'elle a été importée par l'Europe en Afrique, elle est inadaptée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a voulu réduire cette démocratie aux élections, tout simplement. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement l'élection. La démocratie, pour moi, c'est le respect de la liberté et le respect de la justice, surtout le respect de la justice. Une démocratie où il n'y a pas de justice n'est pas une démocratie. Pour moi, c'est le respect de la liberté, c'est le respect de la justice, donc la construction des États de droit. Moi, la démocratie que je pense pour l'Afrique, c'est la construction des États de droit. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Lorsqu'il n'y a pas de justice, pour moi, il n'y a pas de démocratie. Lorsqu'il n'y a pas de justice, c'est la dictature. Et c'est ce à quoi nous assistons en Afrique. En dépit des élections qui sont manifestement truquées, législation après législation, mandature après mandature, c'est une violence. Déjà, la fraude électorale est une grande violence, c'est une escroquerie. Mais là, les Français n'ont rien à voir là-dedans, maître. Les Français n'ont rien à voir là-dedans. Ils l'encouragent. Ils l'encouragent. Ben oui, mais les Africains doivent... Parce que, vous savez, souvent, qu'est-ce qui découle de ces fraudes électorales et de tout ce système d'escroquerie? C'est la violence. Lorsqu'il y a des manifestations, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Les dictateurs africains répriment leur population dans le sang, vous le savez très bien. Et le Congo-Brazzaville, je dirais, en est l'illustration, je dirais, parfaite à un moment donné. D'accord? Il n'y a pas que le Congo, hein. Il y a le Togo, il y a tous ces pays où même en RDC, nous avons vu avec Kabila, que j'appelais un apprenti sorcier, qui n'a pas hésité à tirer sur les populations lorsqu'il y avait quand même des manifestations de rue. Donc, mais je dirais l'opinion internationale, à travers la communauté internationale, ne s'est pas beaucoup émue de ces violations des droits humains, de ces atteintes criardes aux libertés dans nos pays africains lorsqu'il a été question de contester contre des élections truquées. Vous voyez? Donc, quand je dis que la France et l'Europe en général, à travers l'Union européenne, n'a pas encouragé au fond l'installation d'une véritable démocratie en Afrique, c'est au regard de leur attitude chaque fois que les fondements de cette démocratie n'ont pas été respectés, je dirais, en Afrique. D'accord? C'est là le problème. Donc, quand on dit que la démocratie en Afrique n'a pas mûri, c'est vrai, la démocratie n'a pas mûri. Et c'est là où simplement quelques intellectuels croient devoir jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Non, il faut retirer le bébé de l'eau du bain. C'est-à-dire, ce bébé, c'est quoi? C'est cette démocratie naissante en Afrique
qu'il faut se consolider. Vous savez, on ne devient pas démocrate du jour au lendemain. Hein. Quand vous avez une classe politique depuis les indépendances qui est là, qui a géré l'appareil de l'État, et du jour au lendemain, vous dites à M. Sassou devenez démocrate ou à M. Biya devenez démocrate. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'on ne s'improvise pas démocrate. Il faut avoir une certaine culture démocratique. La culture, donc, de la cette démocratie. culture démocratique, il faut l'acquérir. Et ça, je considère que ce sont les générations qui viennent qui doivent s'imprégner de cette culture démocratique. Dessiner les contours d'une démocratie qui soit propre à l'Afrique, pourquoi pas, en adéquation avec sa sociologie politique, en adéquation aussi avec nos traditions, notre propre culture, pourquoi pas. Nous devons dessiner les contours d'un système de gouvernance qui soit propre en Afrique sans pour autant remettre en question les bases d'une société démocratique, je dirais, fondée sur la justice, la liberté et je dirais, le respect de l'autre. Vous voyez, le respect. Ça, de toutes les façons, maître, de ce que vous dites, c'est tout. Mais n'attendons pas que les Français, les Européens ou les Occidentaux fassent des choses pour l'Afrique. Donc, fondamentalement, et vous avez parlé de cette jeunesse-là qui doit s'imprégner, mais je pense quand même que tout le travail, vous me direz peut-être le contraire, mais ce travail-là doit faire par la génération présente, hein, de quelque âge qu'il soit, parce qu'il ne faut pas laisser quand même tout ce travail-là aux générations futures qui parfois ne sont pas nées. C'est-à-dire qu'on aura tendance à leur laisser un cadeau empoisonné. Donc là, il faut quand même recentrer la responsabilité propre des Africains en tant que tels qui devaient composer une musique de sorte que l'Occident puisse danser au rythme et au son de cette musique, non? Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Lorsque je parle des générations futures, en fait, je me situe par rapport aux générations qui sont aujourd'hui aux manettes, hein, notamment les générations qui ont commencé à gérer les États africains à partir des indépendances. Vous voyez, quand on voit Paul Biya, c'est donc 40 ans, c'est pratiquement, vous voyez que quand vous voyez M. Denis Sassou Nguesso, mon président du Congo, c'est 42 ans lorsqu'on considère aussi les années où il a été ministre, où il a été conseiller militaire par-ci et par-là. C'est quand même une longévité au pouvoir qui veut que, eh ben, les générations qui vont lui succéder ont le devoir de repenser les mécanismes d'une gestion de l'État qui fasse que l'on soit respecté dans le concert des nations. Dans la mondialisation aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui arrivent à la tête de leur pays et qui repensent une nouvelle Afrique, qui repensent la place de l'Afrique dans la mondialisation, pour que l'Afrique se fasse respecter. Je vous assure, ça sera au prix du sacrifice. Et ce sacrifice, notre génération doit le faire et les générations qui suivront aussi devront continuer dans ce combat pour une Afrique nouvelle et digne. Maître Baba, vous avez dit le nombre d'années que certains ont passé au pouvoir, là, et vous avez aussi, tout dernièrement, il n'y a même pas une semaine, c'est quelques jours maintenant, il y a un autre dinosaure qui est sorti de son bois, là. Hein, oui, Obiang équatoriale, hein, il y a une charge en forme contre la France avec une violence, une virulence incroyable et qui veut porter plainte contre la France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, écoutez, je pense que nous sommes arrivés à une ère où les langues se délient, en fait. Les langues se délient et on ne peut pas rater ce tournant historique. Les États africains n'ont pas le droit de rater ce tournant historique. Je pense que là, M. Obiang, qui lui-même a été plusieurs fois mis sous pression, hein, je pense que c'est parmi les présidents africains sur lequel il a été exercé des pressions du point de vue de ses acquis personnels, les biens mal acquis, avec le dossier des biens mal acquis. Il a été victime de beaucoup de pressions, il a été victime d'une campagne de dénigrement. Et vous savez que chaque fois que les pays africains, les dirigeants africains sont exposés à de telles pressions, ils doivent monnayer quelque chose, ils doivent céder quelque chose. Et nous le savons, c'est la tactique de l'Occident depuis toujours. Lorsqu'ils veulent obtenir des pays africains un certain soutien, quel qu'il soit,
ils vont commencer à vous sortir des dossiers sales, ils vont commencer à vous faire pression. Nous avons vu avec le président Ali Bongo, nous avons vu avec le président Sassou Nguesso, qui a été obligé de financer la COP 21 du temps de M. Hollande. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à un moment donné, on leur sort les dossiers sales, on leur sort les casseroles. Donc, le président... Est-ce que c'est vrai cette affaire de le financement de la COP 21 par Denis Sassou Nguesso? On en a fait des choux gras. Moi, ici au Canada, j'ai fait une émission de radio là-dessus où on m'a demandé, mais est-ce que vous avez vu vraiment? Donc, les Canadiens sont étonnés de voir, mais comment un président d'un pays pauvre, comment mais ça se c'est passe trop comme gros ça. pour eux, quoi. C'est trop gros. Alors, donnez-nous des éléments là-dessus, ceux qui nous ont suivis il y a quelques années. Malheureusement, ce sont les instruments de domination, en fait, sur lesquels la France a toujours surfé pour maintenir les pays africains, je dirais, sous son escarcelle, pour maintenir les chefs d'État africains à ses ordres, en fait, sous ses ordres. Donc voilà, l'histoire de la COP 21, c'était flagrant, et vous souvenez que M. Hollande n'a pas hésité à dire que M. Denis Sassou Nguesso était libre de modifier sa constitution. Donc l'échange était là. Pour obtenir le soutien de la France pour modifier la Constitution, monsieur était obligé de lâcher des millions. Donc, ça se passe comme ça. C'est la France-Afrique, c'est la corruption à haut niveau, et ça ne doit étonner personne. Personne ne doit s'émouvoir de ce genre de pratiques parce que c'est ainsi que fonctionnent les institutions, à la fois dans ce cadre de la France-Afrique. Voilà. Mais attendez, maître Babin, vous êtes tenté de dire des choses pour lesquelles je peux m'empêcher de rebondir. Vous avez parlé de François Hollande. Écoutez, il faut quand même aussi compléter le fait que M. Hollande est un président, peut-être le premier président de la République française, avoir donné un peu espoir aux Africains au départ et aux Congolais en particulier, en soulignant très bien que, évidemment, comment il dit ça, en tout cas, c'est dans le sens que il ne faut pas changer de constitution, ou que sais-je encore. Hein? Il avait adopté cette posture et tout le monde était étonné de voir qu'il ait fait ce virage à 90 degrés en disant ce que vous venez de dire, que M. Sassou avait, n'est-ce pas, le droit de changer sa constitution et le peuple a le droit de réagir. Et c'est ça qui a donné, n'est-ce pas, le coup d'envoi, n'est-ce pas, des événements difficiles que nous avons vécus au Congo, y compris la guerre dans le pool. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très dur, justement, cet épisode de 2015 et qui a donné lieu au massacre des populations dans le pool en 2016. Vous savez très bien que c'est un épisode qui est très dur, Et je dirais que dans la conscience collective des Congolais, M. Hollande a été celui qui a donné le feu vert à M. Denis Sassou Nguesso de massacrer sa population, parce que vous savez très bien ce qui s'est passé dans le pool. Ça a été dans le cheminement de ce qui avait été dit en 2015, vous voyez. Donc, c'est très grave. Vous savez que chaque président français qui arrive au pouvoir a toujours cette... En fait, il y a en eux je dirais, cette gêne, au fond, qui est toujours là, de savoir que la France-Afrique reste un boulet que traînent en réalité les deux États, c'est-à-dire que l'État français et ses ex-colonies. Voilà. Donc, chaque fois qu'ils arrivent, ils ont besoin de se donner bonne conscience en disant, eh bien, la France-Afrique n'existe plus, eh bien, nous allons changer notre politique à l'égard des pays africains. Chaque fois, ils commencent avec le même refrain, et chaque fois, la réalité les rattrape. Lorsqu'ils s'installent au pouvoir, lorsqu'ils s'imprègnent des dossiers, de la géopolitique et de la géostratégie, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas se défaire de leurs anciennes colonies parce que la France ne produit pas de mines. La France dépend énergétiquement des matières premières africaines. Le Niger, par exemple, je dirais, compte pour le quart de la souveraineté énergétique de la France. L'électrification de la France dépend du Niger, de l'uranium pris au Niger ou acheté à vil prix au Niger. Donc, ils se rendent bien compte que la France-Afrique, au fond, ils n'aiment pas trop ce concept de France-Afrique, mais il faut le dire, la France-Afrique est toujours là. La France-Afrique est maintenue, alimentée, organisée au travers des instruments qui sont la monnaie, quand même. Le CFA est un instrument puissant de la France-Afrique. Les bases militaires en Afrique sont des éléments puissants de la France-Afrique.
n'est-ce pas? Ces coups d'État qui sont organisés ça et là pour garantir les intérêts français en Afrique font partie de la France-Afrique. Donc, on ne peut pas dire que la France-Afrique n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Non, la France-Afrique est là, alimentée par ces outils qui ont toujours été ceux-là, n'est-ce pas? Le maintien des dictateurs au pouvoir, fermer les yeux sur les violations des droits humains. L'Afrique n'a pas le droit de se développer. L'Afrique n'a pas le droit de commercer avec tel partenaire de son choix. Tout doit être encadré par la France et nous avons entendu lors de le 78e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre burkinabé qui a dit tout haut, mais alors des choses que beaucoup ne savaient pas. Cette manière de bloquer notamment les acquisitions au plan militaire, les armements qui sont achetés à l'extérieur pour déjà se protéger de l'invasion du terrorisme qui sévit au Sahel. La France bloque les acquisitions des armes, mais c'est très grave. Je vous assure, en termes de matériel, en termes de quoi, ça rentre. Comme ils ont vu qu'on veut avancer, puisqu'on a demandé de nous aider, ils disent qu'ils ne veulent pas nous aider. On prend notre argent, on achète. On attend ça, on veut demander. On dit non, la France a écrit à tel pays-là, pour dire que nous on est en train de s'entretuer, il ne faut pas donner notre argent. Vous avez encaissé notre argent et vous bloquez les brevets. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre quoi on peut nous vendre, je ne sais pas. Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections, et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ce sont des choses aujourd'hui qu'on ne peut plus accepter. Donc, aujourd'hui, Obiang Nguema, qui commence à dénoncer la France-Afrique, il se fait fort du boulevard qui est ouvert aujourd'hui par les pays du Sahel, aujourd'hui les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et nous avons vu même le Togo hausser le ton. Je vous assure que le discours du Togo était très émouvant également, de ce grand désir d'autodétermination des peuples africains. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les dirigeants africains ne se positionnent pas clairement dans ce grand virage qu'adopte le continent, je vous assure qu'ils seront les derniers. Je veux vous entendre aussi sur la posture qu'adoptent les pays de la CEDEAO, notamment le Sénégal. Le Sénégal qui nous a offert aussi tout dernièrement, n'est-ce pas, un spectacle malheureux, c'est-à-dire qu'il recherchait lui aussi un troisième mandat. Il est même allé chez le maître, l'empereur l'inaugurateur des troisième mandats. Vous savez de qui je parle. Et puis, bon, heureusement que les Sénégalais se sont levés pour être jaloux de leur démocratie. Et puis, ben, je pense que Macky Sall est en train de réfléchir un peu plus par rapport à la suite. Et puis, il y a aussi la Côte d'Ivoire aussi. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec M. Ouattara qui disait qu'il ne se présentait pas et qui se représente avec ce qu'on a vu. Et puis, on voit aussi le Bénin. On se demande ce qu'il va chercher dans cette affaire-là. Et, maître, je vous entends là-dessus. Il y a le Nigeria également. C'est assez drôle quand même de voir un peu la posture du Nigeria, qui est un pays qui semble respecter. Il y a eu des coups d'État là-bas aussi, mais ces derniers temps, au Nigeria, il y a une circulation des élites politiques, il y a une dévolution du pouvoir un peu démocratique. Mais on ne comprend pas un pays anciennement colonie de l'Angleterre qui a utilisé le protectorat, qui est tout à fait différent de l'assimilation et qui va en guerre. En plus, il vient d'être élu. Bon, alors, pour parler du Nigeria, je ne crois vraiment pas que M. Tinubu était prêt à aller en guerre. Je vous assure, ça c'est mon point de vue personnel. Je ne pense vraiment pas que M. Tinubu était déterminé à aller en guerre. Cette affaire de la guerre, c'est une affaire française. Je prends le risque de le dire. La guerre, je vous assure, les pays africains n'étaient pas prêts à aller en guerre. Parce qu'on ne fait pas la guerre comme ça. Il y a tellement d'enjeux.
Vous savez, ce sont les mêmes populations entre le Niger et du moins le nord du Nigeria et une partie du Niger. Ce sont les mêmes populations, ce sont les mêmes langues. Donc déjà, les sages avaient déjà dissuadé M. Tinubu à soutenir cette guerre. Et puis, il y a le Sénat nigérien qui a également rejeté ce projet de guerre. Donc, en réalité, M. Tinubu n'était pas prêt à faire la guerre. Il a cédé à la pression de la France, il faut le dire. C'est là la réalité. Et c'est là où tout cela nous a choqués parce que nous nous sommes dit, mais écoutez, la CEDEAO ne peut pas faire la guerre au Niger, quel qu'en soit le motif. Le privilège de la guerre appartient aux Nations Unies. Il appartient à l'Assemblée générale des Nations Unies de voter, je dirais, une résolution. Un mandat, de désigner au titre d'un mandat pour la protection du pays ou la protection des populations, n'est-ce pas? Il faut voter. Mais ça dit qu'on ne va pas faire la guerre pour le plaisir d'aller faire la guerre. Donc, il n'y avait pas de mandat des Nations Unies. Nous avons vu, par exemple, dans le cas de Haïti, aujourd'hui, qui est complètement désorganisé également avec des gangs qui ont envahi le pays. Aujourd'hui, les Nations Unies donnent un mandat au Kenya en vue d'aller rétablir l'ordre à Haïti. Donc, voilà la démarche. Au plan international, il appartient aux Nations Unies de désigner, de donner mandat à un État pour anticiper ou pour aller protéger, pour assurer la succession du pouvoir. Ça n'aurait pas été la première fois pour la CEDEAO d'agir dans le cadre de son pouvoir d'interposition. La CEDEAO, au départ, était un espace purement économique, mais après, très tôt, elle a commencé à s'occuper des questions de paix et aux questions, je dirais, de maintien de la paix dans la sous-région. Mais donc, il fallait donner des formes à cela. À partir du moment où les Nations Unies ne s'étaient pas présentées dans le cadre d'un mandat officiel, il n'y aurait pas eu de guerre en Afrique. Vous savez? Et donc, la pression de la France a été telle que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin se sont engouffrés, ils se sont mis aux ordres du maître extérieur pour essayer de faire peur aux Africains. Mais ce n'était pas normal. Et c'est pour cela que nous avons écrit dans une tribune, dès que nous avons senti la pression qui montait au niveau de la France, qui a convoqué, comme qui dirait tout de suite, une cellule de crise pour envisager la mise en œuvre de l'appui militaire de la France. Mais c'était indigne, c'était une violation flagrante des textes internationaux, c'était une violation de la Convention de Vienne. Nous avons dit non, on ne peut pas regarder cela pontois, il faut agir. Oui, mais c'est ça qui était curieux quand même, maître, de voir une crise au Niger, un coup d'État comme on les connaît depuis quand même pas mal de temps en Afrique, et presque, je vais être un peu plus méchant, un conseil de guerre en France, pour ne pas dire un conseil de défense. C'est presque un conseil de guerre, ça. Ça, c'est quand même incompréhensible, ça. Oui, et puis, vous allez nous parler aussi, dites-nous un peu, mais d'où vient cette puissance de la France dans le monde, de sorte qu'elle puisse avoir une emprise sur ses anciennes colonies et avoir aussi une emprise sur les anciennes colonies anglaises, parce qu'on voit aussi avec Nana Akufo au Ghana, qui avait fait un discours mémorable devant M. Macron, qui était dans le sens de la défense des intérêts africains et qui donc tout d'un coup devient comme un petit chiot là derrière la France et qui défend carrément les intérêts de la France. C'est ça qui est assez incompréhensible. Qu'est-ce qu'on peut connaître un peu de ça, maître? Mais écoutez, moi je pense que la France a une grande influence sur les colonies et parfois au-delà, tout simplement parce qu'il y a une répartition, en fait, je dirais, des espaces à la fois économiques et politiques. D'accord? Pour parler que du Niger, vous savez, on parle souvent de la guerre du Biafra. On va faire un peu d'histoire. D'accord. La guerre du Biafra. C'est quoi la guerre du Biafra? Qui a lieu en 1967. C'est ça. La guerre du Biafra, le Biafra, c'était un des départements nigérians, cette fois-ci, qui avait proclamé sécession je dirais, à la grande fédération du Nigeria, qui à l'époque, je pense, avait à peu près une douzaine de départements de province. Donc, le Biafra décide de se défaire de l'autorité centrale. Mais d'où lui vient cette idée?
cette idée lui est suggérée par les anciennes colonies, je dirais, de l'époque. La France, en particulier, fait partie de ceux qui soutiennent la sécession du Biafra. La France fait partie de ceux qui vont soutenir militairement cette sécession. Et oui. Les bases qui ont servi à l'alimentation je dirais, de la rébellion nigérienne, ce sont les bases du Gabon. Et vous connaissez très bien l'histoire qui se dit que bon, le fils Ali, qui vient d'être voilà, de ses fonctions, serait un enfant issu de cette guerre qui avait été confiée à Bongo à l'époque. Donc, la France est derrière. Mais elle se partage l'espace avec quelle puissance? Il y a aussi les Espagnols qui étaient au Nigeria. Il y a des Portugais qui étaient là. Il y a l'Angleterre, bien sûr, qui était la puissance coloniale tutélaire. Mais ils vont se partager ce pays. Et lorsque la France soutient la sécession du Biafra, c'est pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut contrôler le pétrole, en particulier, qui est dans ce département, qui était dans ce département. C'est ainsi qu'il va donc fournir de l'aide. Et c'est aussi à ce moment-là que vous allez voir la doctrine de l'ingérence humanitaire qui va naître dans les années 68 avec Kouchner, Bernard Kouchner, qui est à l'époque, qui initie aussi l'association Médecins sans frontières et qui vont s'ingérer dans la guerre du Biafra sous, bon, on ne dira pas sous le prétexte, mais en tout cas, ils vont initier donc cette équipe de médecins qui vont venir de France partout pour apporter leur soutien et en même temps, ils renforcent médiatiquement la campagne autour de cette guerre du Biafra et ils vont mettre en avant les expressions, le concept de génocide pour faire écho au génocide des Juifs à l'époque d'Hitler. Deuxième Guerre mondiale, oui. Concentrer toute l'attention de la communauté internationale autour de cette guerre, la légitimer en quelque sorte pour dire les Biafrais ont raison de se battre parce qu'ils sont en train de subir un génocide de la part du Nigeria. Voilà. C'était ça, vous voyez. Donc chaque fois dans ce qui se passe, on provoque des guerres pour déstabiliser le pays, déstabiliser la région et s'ériger maintenant en sauveur. Donc ça a été toujours la même démarche. C'est la même démarche qui a été employée en Libye. En Libye, en 2011, c'est pareil. Vous voyez, donc il y a un rébellion qui commence à naître à Benghazi. Qui va armer cette rébellion? Qui va armer cette rébellion? On sait très bien qui va armer cette rébellion, je vous assure. Les États-Unis ont armé la rébellion de Benghazi. Donc, ils vont les aider à renverser le président Muammar Kadhafi. Et vous voyez, et en présence. C'est jamais une seule puissance qui est en présence. Il y a la France qui est là, il y a l'Angleterre qui est là, il y a les États-Unis qui sont là. Regardez ce qui se passe en Afrique et pensez à cette intervention faite par M. Nicolas Sarkozy, dans laquelle il a embarqué les Nations Unies et embarqué la Grande-Bretagne, aux grandes dames de Barack Obama qui s'en mord les doigts aujourd'hui, et qui est une intervention où c'était une guerre privée, on le sait aujourd'hui. Qui sont là. Donc, c'est jamais une affaire d'une personne. C'est toujours un complot occidental organisé avec les pays occidentaux pour se partager géographiquement l'espace africain pour l'exploitation des matières premières. Oui, c'est pour cela que vous allez voir un pays comme le Ghana, qui pourtant est une colonie anglaise, aujourd'hui peut recevoir un diktat de la France parce que c'est quoi? Il est question de garder le statu quo dans la région, dans la sous-région, de façon à ce que l'audace d'un pays ne puisse pas, je dirais, ouvrir les yeux à d'autres pays. C'est ce qui va se passer. Et dans le cas du Biafra à l'époque, vous savez pourquoi est-ce que on décide de faire la guerre au Nigeria? Pourquoi est-ce que à l'époque, c'est notamment Charles de Gaulle, à l'époque de Charles de Gaulle, qui soutient donc la guerre du Biafra, avec la complicité de Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny principalement avec Jacques Foccart à l'époque, en 68. Ce sont les deux hommes qui vont être les artisans de la déstabilisation du Nigeria. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Nigeria s'était opposé aux essais atomiques qui avaient eu lieu dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara, le Nigeria avait dit non. Et à l'époque, le Nigeria a même rompu ses relations diplomatiques avec Paris parce qu'il s'était insurgé
contre l'attitude de la France d'avoir donc entrepris les essais atomiques dans le Sahara. Donc, la France n'avait jamais accepté cet affront. La France n'a pas accepté cet affront. Il avait considéré qu'il leur avait manqué de respect. Et c'est alors que Houphouët-Boigny va rentrer en jeu pour cautionner donc la guerre du Biafra, la rébellion du Biafra, pour permettre donc la déstabilisation notamment du Nigeria et de rebattre en fait les cartes. En fait, c'était ça l'objectif. Mais c'est assez curieux, maître. C'est assez curieux. Vous parlez d'Houphouët-Boigny. Ce sont quand même des personnages ou bien des personnages enfin que la mémoire collective africaine retiendra comme iconiques en Afrique, les pères de l'indépendance, la centralité de la place qu'il a occupée en tant que tel. Et on découvre finalement avec du recul que c'était des fossoyeurs de l'Afrique finalement. Toujours. Et puis on voit très bien, puisqu'on parle de Houphouët-Boigny, on voit ce qui s'est passé un peu à côté au Burkina Faso, avec le président Sankara, la prise de bec entre Sankara et Houphouët-Boigny, où l'un dit « tu ne seras pas président de la CEDEAO » et l'autre qui répond « vieux gâteux » et puis tout est parti en vrille là. Tout à fait. Donc en fait la France est toujours servie des fils d'Afrique, en fait. Voilà, pour maintenir sa domination, n'est-ce pas? La domination de l'Afrique a toujours été entreprise par les mêmes mécanismes. La France assure le soutien des hommes indéfectibles. Et Houphouët-Boigny a été un agent indéfectible de la France-Afrique. Ça, c'est connu. Bon, c'est vrai que l'aspect de l'implication de Houphouët-Boigny dans la guerre du Biafra, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler. Je vous recommande le livre de Pierre Péan, oui, bien sûr. Mon livre, Le Monde selon K, Le Monde selon Kouchner, qui est un ouvrage qui est sorti il y a quelques années. Il explique très bien comment est-ce que Houphouët-Boigny, Foka ont été utilisés par la France-Afrique pour organiser la déstabilisation du Nigeria, parce que le Nigeria avait levé la tête contre le colon et qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc, quand vous observez les chefs d'État africains, il y a beaucoup qui ne veulent pas prendre de risques. Il y en a beaucoup qui attendent. Ils se disent, ce n'est pas le moment pour nous de nous afficher. Ils n'ont pas d'assurance. Ils craignent l'avenir. Vous voyez, M. Obiang, aujourd'hui, quand il essaye de parler, parce qu'au fond, il se dit, bon, écoutez, sa vie est maintenant derrière lui. Qu'est-ce qu'il attend devant? Il est arrivé à un moment où il doit transmettre le pouvoir. Et c'est cela le message que nous devons donner à nos chefs. Transmettre le pouvoir. Mais à qui va-t-il le transmettre? Parce que là également, après 40 ans, plus de 40 ans au pouvoir, et se mettre à critiquer comme il est en train de critiquer, c'est quand même un peu trop facile. Est-ce qu'il va aujourd'hui prendre la responsabilité d'ouvrir le pays à tout le monde et enlever de sa tête cette idée farfelue de laisser son fils à ce poste-là? C'est ça que les Africains n'aiment plus. Vous savez, pas du tout. Vous savez, je pense que politique là, c'est au moins ça avant de mourir, c'est au moins ça qu'il pourra laisser pour la postérité. Ce n'est pas que les Nguema soient toujours les maîtres incontestés de ce petit pays très 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 riche et pourtant très très pauvre comme les autres d'ailleurs. Vous savez, il appartient aux États africains de penser l'avenir de leur pays et du continent tout entier. L'exemple du Gabon aujourd'hui doit servir, doit être une illustration pour ce que veut aujourd'hui dire la transmission du pouvoir. Ce qui s'est passé au Gabon, je pense, doit éduquer les autres pays d'Afrique. Et je pense d'ailleurs que beaucoup se rendent à l'évidence que la transmission du pouvoir à leur progéniture n'est plus tellement garantie. Et même la France, qui est le parrain de ce genre de transmission farfelue du pouvoir dynastique, je pense qu'aujourd'hui, c'est lui le conseiller. C'est lui qui a conseillé Déby, ou c'est plutôt elle qui a conseillé Déby de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est aussi elle qui sert de conseil aux chefs d'État dictateurs depuis des années qui sont là et qui ont le projet de laisser le pouvoir à leurs enfants. Je crois qu'aujourd'hui, le maître français doit être en train de leur dire ne faites plus ça. Les peuples africains ne vont plus l'accepter aujourd'hui, que ce soit Nguema, que ce soit Biya, que ce soit Sassou Nguesso. Je pense que tous aujourd'hui se rendent à l'évidence que les peuples africains ne vont pas accepter cela et que ça ne sert à rien de faire couler le sang des Africains. Le sang des Africains
a trop coulé. Ce n'est plus le moment de faire couler le sang. C'est le moment de se rendre à l'évidence que le vent de l'histoire est en train de tourner. Le vent de l'histoire est en train de tourner. Vous savez, lorsque le vent a tourné en 90, nous étions, hein, moi, dans la décennie 2000-2010, j'étais de celles ou ceux qui se disaient, mais comment allons-nous nous en sortir de cette dictature? Comment allons-nous faire? Lorsque le vent de la perestroïka a soufflé, nous ne nous y attendions pas. Voilà, mais maître, à ce niveau-là, il ne faut pas attendre non plus que le déclencheur soit à 1000 lieues de l'Afrique. Il faut pousser une dynamique propre africaine qui soit immanente à l'Afrique, de sorte que nous déclenchons ce tourbillon en Afrique et pour installer vraiment des vrais systèmes démocratiques tels que vous les décrivez là maintenant. On ne va pas attendre, mais la perestroïka, ça ne va pas revenir peut-être. Non, nous avons notre perestroïka aujourd'hui, nous l'avons. Je pense que l'Afrique de l'Ouest est en train de nous faire souffler un vent de changement qui est là. Il est déjà là. Quand je dis qu'il y a 30 ans, nous ne savions pas comment le changement allait arriver, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, les systèmes mûrissent. C'est-à-dire qu'ils prennent un certain ascendant et à un moment donné, ils refont. Il y a un déclin qui forcément intervient. Les systèmes déclinent. Et aujourd'hui, les systèmes mis en place dans les années 90 sont en train de décliner parce que la démocratie, telle qu'elle a été mise en œuvre en Afrique, n'a pas servi les populations. Et aujourd'hui, même les maîtres occidentaux l'ont compris. Et ils veulent simplement s'accrocher à un vieux système mis en place de garantie de leurs intérêts sans tenir compte du vent qui souffle, le vent de l'autodétermination des peuples africains. Ce vent, il souffle déjà. Et il nous appartient de nous approprier ce vent, chaque État africain. Vous savez, lorsque le président Gbagbo a été renversé, vous vous souvenez ce qui s'est passé? Et bien sûr, comme si c'était hier. Voilà. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé là? C'était déjà aussi les prémices d'un grand changement qui allait venir. C'était les prémices d'un grand changement qui allait venir. D'accord? Même si nous pouvons réprouver ce qui s'était passé, les fraudes ou encore la confiscation de la démocratie à l'issue des élections démocratiques, on est proclamé Ouattara président à la place de Gbagbo et que la guerre soit suivie, on peut le regretter. Mais nous étions déjà là en train d'assister à quelque chose qui augurait en fait un grand mouvement. Et par la suite, nous avons vu la chute de Kadhafi dans les conditions qu'on connaît. Parfois, vous savez, les Occidentaux ont l'impression que c'est eux qui créent l'histoire, mais en réalité, non, ce n'est pas eux qui créent l'histoire. Il est un plus puissant que nous tous qui créent l'histoire, ce n'est pas eux. Ce sont des instruments entre les mains d'un plus grand que eux, vous voyez. Et donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une revendication légitime. Eux, ils ont voulu tracer des canaux, des boulevards pour faire asseoir leur hégémonie. Mais aujourd'hui, ce sont les peuples qui veulent faire asseoir leur propre souveraineté. C'est différent. Et nous avons simplement à créer les conditions pour que tout cela se passe dans la paix. C'est pourquoi nous disons non à la guerre. Nous ne voulons plus de la guerre en Afrique et je le redis, l'Afrique ne pourra pas se développer dans cette atmosphère de guerre, dans cette atmosphère de déstabilisation, d'instrumentalisation du terrorisme au Sahel, tout simplement pour éviter aux pays africains de penser leur propre développement. C'est une tactique, en fait, entre les mains de l'Occident. De créer comme ça des foyers de tension, de créer la guerre, de déstabiliser. Ils exploitent les ethnies à gauche, à droite pour dire que Bazoum, c'est parce qu'il est arabe qu'on ne veut pas les lire. Voilà, c'est mesquin, ça. C'est mesquin. Oui, alors, maître, on va aller vers la fin de notre... mais j'ai encore des questions à vous poser. Rapidement, vous avez évoqué cette histoire de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. On voit bien, parce que le problème de l'Afrique aussi, ça a été quand même le saucissonnage des États, hein, c'est-à-dire que chacun a eu comme un petit morceau de son petit os là qu'il grignote, et ils ne vont même pas penser fédération, alors que l'idée du regroupement des grands ensembles est une idée tout à fait très pertinente et crédible. Et certains avaient imaginé un grand ensemble, l'Afrique maghrébine, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, des grands ensembles comme ça
qui, à défaut de faire de l'Afrique tout ensemble une grande fédération, et là, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, comme vous l'avez mentionné, c'est quand même une belle perspective de voir que est-ce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont les pays vraiment à la pointe de nos espoirs, et si ça se formait comme étant une grosse fédération, ce serait quand même formidable. Et de fil en aiguille, on irait peut-être en Afrique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi je pense que l'initiative du Mali, du Burkina Faso et du Niger de créer l'Alliance des États du Sahel au travers donc de cette charte du Liptako-Gourma est une chance. C'est vraiment une chance. Vous voyez, pour une fois, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont dicté la marche à suivre. L'Union africaine, c'est vrai, à l'époque, l'OUA, c'était l'initiative de nos pères panafricains, les Nkrumah, avant lui les Malthus Garvey, qui ont milité pour l'unité de l'Afrique. Et Dubois aussi, cité Dubois aussi, maître. Hein? Pardon? Cité aussi William Edgar Bogart Dubois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tous les esprits, tous les grands esprits qui ont pensé le panafricanisme l'ont conçu dans une unité, d'accord, dans une unité, dans une impulsion communautaire. L'Afrique ne s'en sortira pas si elle va émietter chacun dans son petit lopin de terre, dans sa petite. Vous avez des petits pays qui sont très petits, je dirais même géographiquement, mais qui sont très peuplés. Vous avez le cas du Rwanda, vous avez le cas du Burundi, hein, qui sont deux pays en fait, c'est le même pays, mais bon, qu'on a saucissonné de cette façon. Il y a plusieurs petits îlots de peuple. Et le Congo et le Gabon à côté là, le Congo et le Gabon à côté. Le Congo, le Gabon, mais même le Congo et la RDC, le grand Congo et le petit Congo, nous sommes les mêmes peuples. C'est pourquoi je me situe comme Daniel Babin, citoyenne africaine appartenant à la province du Congo-Brazzaville. Je suis une Africaine d'abord. Voyez? Donc, c'est l'unité de l'Afrique qui fera sa force. Et l'impulsion lancée par l'Alliance des États du Sahel, c'est vraiment la voie pour le salut. Il faudrait que l'Alliance des États du Sahel s'agrandisse. Pour une fois, ce n'est pas l'Occident qui a pensé cela. Nos institutions sous-régionales ne fonctionnent pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont été pensées dans l'esprit des Occidentaux. Elles attendent l'aide de l'Occident. Elles attendent des instructions de l'Occident. La CEDEAO, pour mettre de l'ordre ou pour établir la paix dans un pays africain, doit recevoir les dictats de la France. Ça ne marchera plus, ça ne peut plus marcher. Parce que ça n'a pas marché dans le passé, ça ne marchera pas aujourd'hui. Et donc, il faudrait que les Africains aujourd'hui s'approprient maintenant leur propre destin, et c'est ce qu'ils font. Donc, je pense que l'AES va s'agrandir. Ça, c'est vraiment la prévision que je vois, c'est que cette alliance va s'agrandir. La preuve, c'est que le Togo, qui jusque-là était réticente à s'afficher, a dit non lorsqu'on lui propose à la puissance occidentale pour attaquer, par exemple, le Niger. Le Togo dit non. On lui demande aujourd'hui de servir de base arrière pour l'armée française. Le Togo réfléchit. Vous voyez, donc aujourd'hui, les États africains commencent à réfléchir. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Et je dirais que pour l'avenir, l'Afrique a besoin de se mettre ensemble. Les institutions comme la CEDEAO, je pense que la CEDEAO aujourd'hui est en train de mourir de sa propre mort. Si elle continue sous la figure actuelle de son déploiement, la CEDEAO est en train de mourir de sa propre mort. Donc je pense que l'AES augure des lendemains meilleurs, c'est vraiment la voie du salut pour les Africains. Et tout cela doit s'étendre au niveau de l'Afrique centrale aussi. L'Afrique centrale aussi doit s'organiser, n'est-ce pas? Les organisations sous-régionales qui sont là doivent repenser leur fonctionnement pour embrasser les attentes des peuples africains. Parce que c'est le peuple qui doit maintenant déterminer la voie que nous devons suivre. Ça ne peut plus être l'Occident. C'est terminé. Ça ne peut plus être l'Occident. Tout à fait, maître. Il est bien entendu. Il est bien entendu, mais il y a toujours cet inconnu. L'inconnu, on peut le trouver. Hein? L'inconnu X, on le trouve toujours. Après une belle équation mathématique, on trouve toujours la valeur de X, cet inconnu-là. Ben, je voulais parler tout simplement des enjeux pour la France. Parce que la France, c'est le seul pays européen, c'est parmi les seules anciennes puissances coloniales
qui est resté incrusté en Afrique et avoir eu une politique néocoloniale très, très, très forte, très virulente, très, très, très dynamique. Et on sait très bien que du Niger, c'est l'uranium. Du Mali, c'est l'or. De la Guinée, c'est de la bauxite. Bon, de l'Afrique centrale, là-bas, c'est le pétrole. Et on peut multiplier. Donc, les enjeux pour la France sont incroyables. On voit bien ce qui se passe. Et puis, j'ai suivi une émission de télévision en France. Je me rappelle plus de la personne qui menait cette émission. C'était un débat. C'était un débat où les débattants français sont venus sur une affaire qui m'a choqué, sur un chiffre qui m'a choqué en me disant, ben, de toutes les façons, en Afrique, le commerce avec l'Afrique ne représente que 3% du commerce extérieur de la France. J'en suis arrivé à me dire, mais c'est pas possible, 3% seulement. Mais si c'est que 3%, donc la France peut vivre sans l'Afrique. Et le problème, il est où, là? Et ça m'étonne que ça soit seulement 3% avec tout ce qu'ils vont puiser en Afrique. Bien sûr, non, mais bien sûr. Pour ne prendre que l'exemple du Niger, ils ont sous-estimé de manière, je dirais, éhontée la participation de la part du Niger dans la souveraineté énergétique de la France. Mais on sait très bien que si c'était les taux qu'ils proposent, la France n'allait pas s'émouvoir outre mesure quant à la décision des chefs militaires actuels du pays de revoir les accords, notamment qui lient leur pays à la France. Vous savez, les accords, vous savez par exemple le dernier accord de coopération militaire dans le cas de la défense au Niger, ces accords sont contraires à l'article 169 de la Constitution du Niger. Et parce que l'article 169 de la Constitution du Niger prévoit que tout accord militaire conclu avec un pays étranger doit faire l'objet d'une ratification par l'Assemblée nationale du Niger. Or, on considère que les derniers accords militaires, les derniers accords de coopération en matière de défense conclus entre le Niger et la France n'ont pas fait l'objet de cette ratification. Et d'ailleurs, c'est sur cette base-là que les autorités nigériennes ont décidé de rompre cet accord. Parce que, autrement, bon, évidemment, on aurait crié à une violation d'un accord sans y mettre les formes requises en matière de droit. Hein, parce que la plupart des accords, pour les rompre, il y a quand même un délai de préavis, il y a un délai à observer. Il y a certains accords dans lesquels on prévoit, par exemple, qu'à partir, je vais vous prendre un exemple voilà, récent. Hein, alors, le traité signé dernièrement à Brazzaville entre la République du Congo et l'État de Rwanda dans le cadre de la coopération en matière économique, cet accord prévoit qu'il ne peut pas avoir rupture du cadre ou rupture de cette convention ou de ce traité avant un délai de 10 ans. C'est prévu. Il y a un des articles, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, aucune des parties ne pourra remettre en question le cadre fixé dans le cadre des investissements en vue avant un délai de 10 ans. Donc, vous voyez que les contrats au plan international obéissent à des règles et comme quand on parle de contrat, on parle de la loi des parties, ce sont les parties qui fixent le cadre dans lequel ils veulent évoluer. Alors, donc, dans le cas du Niger, c'est des accords qui sont en fait illégaux. Vous voyez, donc, on ne peut pas s'émouvoir du sort de la France aujourd'hui sur le sol africain. La France a besoin de se mettre avec les autres partenaires sur un pied d'égalité. Voilà. Dans un monde multipolaire aujourd'hui, dans un monde qui se diversifie, l'Afrique veut aussi diversifier ses partenariats. Ses partenaires. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les Russes sont en Afrique depuis longtemps. Les Chinois sont en Afrique depuis longtemps. Vous savez très bien que nous avons des infrastructures au Congo, par exemple. Quand on les voit, ce sont des édifices construits par les Chinois. Nous les Chinois, pas les Français. Pas les Français. C'est pas les Français. Donc, la coopération chinoise est une coopération qui a toujours été très pragmatique. Les Chinois n'ont colonisé personne en Afrique. Les Russes n'ont colonisé personne en Afrique. Quand ils viennent en Afrique, c'est pour faire des affaires. Et nous savons que la présence chinoise ou russe au Congo ou en Afrique n'est pas une nouvelle présence. Elle a toujours été là. Et voilà. En fait, là où la France s'offusque, c'est de voir que
les contrats miniers, c'est surtout les contrats miniers qui ont tendance à être revus. Hein. Par exemple, nous avons le cas de la Guinée-Conakry, lorsque le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2011, 2010, dès 2011, il a commencé à revoir les contrats miniers et il leur a donné un nouveau cadre. Et ce qui a continué à faire le nouveau président issu du coup d'État de septembre 2021. Donc, en fait, c'est là. C'est-à-dire que la France veut garder le statu quo sur les acquis historiques qu'il a eus avec ses anciennes colonies. Mais aujourd'hui, les peuples ne peuvent plus se soumettre à ces contrats léonins qui font que les intérêts des populations sont complètement sacrifiés au profit des intérêts occidentaux ou encore européens et en complicité avec leurs larbins qui sont au pouvoir. Hein. On leur garantit un pouvoir à vie. Et ils sont là pour conserver des contrats qui sont contraires aux intérêts africains. Voilà, nous avons vu avec... Voilà. Mais on va aller vers la fin. Ma dernière question sera une perspective, ou bien une prospective, pour être un peu bien cadré avec notre émission. Vous savez, la période esclavagiste, toute l'exploitation qu'on a faite des Africains qui ont été déportés, n'est-ce pas, kidnappés en Afrique et déportés en Amérique, ils ont créé le Code noir. Le Code noir a été pour accompagner, n'est-ce pas, toute cette exploitation humaine de l'Afrique sous ces formes-là. Après la conférence de Berlin 1884-1885 sous Otto von Bismarck, donc, eh bien, on a donné le coup d'envoi de la colonisation. Et la colonisation, toujours le droit. Il y a eu, je crois que c'est le droit indigène, je pense. Hein. Vous allez me corriger, vous êtes juriste. Après les années 60, avec une nouvelle donne, eh bien, ce n'est plus le droit de l'indigénat, ça devient le droit de l'immigration. Toujours dans ce traitement, n'est-ce pas, des Africains. Je fais un grand pas comme ça, les grands moments, les grands marqueurs de l'histoire, dans le rapport de la France, de l'Occident à l'Afrique. On est arrivé, n'est-ce pas, au droit, n'est-ce pas, d'immigration. Bon, maintenant, dans tout ce qui se passe, le chambardement géopolitique qui se passe en ce moment, et ce qui se passe, ce que vous avez très bien expliqué en Afrique de l'Ouest, en l'étendant à toute l'Afrique, et puis vous avez cité vous-même aussi les droits, les fameux accords coloniaux. Et en début de notre émission, je voudrais rappeler par exemple l'article 10 qui dit 6, le droit pour la France de déployer les troupes. Voilà l'affaire. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays. L'obligation des pays africains d'être avec la France pendant une guerre, si une guerre éclate. Mais pour engager le changement tel que vous le prévoyez là, maître, quelles sont les provisions? Donnez-moi une lecture juridique cette fois-ci. Vous avez été une analyste politique et historienne dans ce que vous venez de dire. Mais c'est d'être la juriste que vous êtes. Comment faire pour que le droit puisse accompagner, n'est-ce pas, cette volonté de changement en Afrique? Qu'on arrête avec ces anciens accords. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du droit? Je prends simplement l'exemple de, vous savez, dans les années 80, les juristes africains ont été sollicités dans le cadre de la mise en place de l'OHADA. Je ne sais pas si vous connaissez. L'OHADA, oui, bien sûr. Voilà, le cadre, l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ouais. Voyez, c'est-à-dire que moi-même, en tant que juriste, en tant que jeune avocate à l'époque, j'ai été sollicitée par le ministre de la Justice de l'époque, dont je tais le nom, qui avait demandé des consultations des juristes africains dans chaque pays concerné par l'OHADA, qui regroupe plusieurs pays africains, penser le droit des Afriques au niveau sous-régional, au niveau panafricain. Vous voyez, là, nous avons une volonté politique qui s'est mise en œuvre. Penser le droit des affaires en Afrique, qui a donné donc le traité de l'OHADA qui a été signé en 1987, si je ne m'abuse, et qui a été modifié au Canada, au Québec, en 2008.
le traité de l'OHADA a été adopté par des États africains qui ont pensé qu'il fallait donner un cadre juridique aux affaires et une certaine stabilité. Mais l'initiative de l'OHADA n'est pas une initiative africaine. Elle est une initiative française. Ah ouais? Ah oui, il faut le dire. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour dire que lorsque nous avons la volonté politique, nous pouvons faire des choses. L'initiative de l'OHADA est une initiative française. Pourquoi? Lorsque les pays africains francophones accèdent aux indépendances, Charles de Gaulle craint que la balkanisation politique ait pour corollaire la balkanisation juridique. Donc déjà, il commence à penser comment faire que les affaires soient préservées. Le précaré, du point de vue des affaires, soit préservé. Donc, l'idée, elle est déjà lancinante. Et à un moment donné, il fallait des hommes pour la mettre en musique. Donc, en fait, le projet a mûri. Et à l'époque, c'est le ministre de la Justice de l'époque qui va donc commencer à mettre en place une équipe pour l'étude justement du droit et de l'économie dans les anciennes colonies. Et donc, chemin faisant, l'OHADA va naître dans la décennie 90. Et pourquoi je prends l'exemple de l'OHADA? C'est pour dire simplement que le droit des affaires en Afrique, la France ne pouvait pas la mettre en œuvre sans avoir associé les juristes africains. Aujourd'hui, les juristes africains doivent faire l'inverse. Voilà. C'est-à-dire qu'il appartient aux juristes africains de réfléchir sur les moyens de garantir la stabilité économique, juridique et politique de nos États. Vous savez très bien que les juristes existent en Afrique, mais le juriste ne vaut rien en Afrique face au pouvoir politique. Vous savez très bien comment se passent les choses en Afrique. Le Conseil constitutionnel, c'est un bras séculier du pouvoir politique. C'est une chambre d'enregistrement des violations, en général des législations locales. Après des élections truquées, on présente les élections, lorsqu'il y a des contestations, je dirais même, des élections, tout est validé systématiquement. Le contentieux électoral n'a même pas de place. Pourquoi? Eh bien parce que les juristes sont soumis au pouvoir politique. Et donc, en France, nous voyons que le pouvoir judiciaire, c'est quand même un corps de magistrats qui, tant soit peu, lorsqu'un président de la République a commis des exactions, aujourd'hui nous avons l'exemple du président Sarkozy, qui a commis beaucoup de faits qualifiés de délits ou de contraventions. Aujourd'hui, il répond devant les autorités judiciaires de son pays, ce qui n'existe pas en Afrique. Donc, l'Afrique que nous voulons aujourd'hui, c'est une Afrique où les juristes ont leur place et l'autorité judiciaire aussi a sa place. Nous devons avoir des outils juridiques et un système juridique qui puisse garantir les états de droit. Donc, la perspective demain, c'est que les juristes africains affirment une certaine autonomie de pensée, une certaine autonomie intellectuelle et qui puissent embrasser les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de l'autodétermination des peuples. Mais il y a un clivage, Maître, il y a un clivage aussi parmi les avocats, là. Il y a un clivage aussi qui est très, très fort, c'est-à-dire qu'on trouve un groupe d'avocats qui, évidemment, sont rangés plutôt dans la défense des dictatures, ou que sais-je encore. Si au moins, dans vos rencontres, évidemment, vous pouvez mettre en place des organisations, des structures qui aient l'éthique rivée au corps, c'est-à-dire qui pensent fondamentalement les institutions comme nous voulons que ça soit pensé, ce serait une bonne chose. Mais je suis un peu sceptique personnellement, je ne suis pas juriste, mais c'est un novice dans le domaine qui le dit. Bon. Oui, non, mais vous savez, lorsque les systèmes changent, les systèmes sont composés d'hommes. Les systèmes démocratiques seront pourvus d'hommes et de femmes capables d'assumer la destinée de l'Afrique et des États africains. Les avocats qui soutiennent les dictatures, c'est parce que c'est un système qui est fermé, qui est fait de magistrats, d'avocats, d'hommes politiques, d'entrepreneurs.
c'est une espèce d'oligarchie. Hein. Vous savez, l'expression oligarchie ne convient pas seulement aux pays occidentaux. Dans nos pays aussi, il y a il y a des oligarchies. Donc, les avocats, oui, il y a toujours des avocats véreux dans tous les systèmes. Il y a des avocats, des magistrats. Mais je dis que l'Afrique d'aujourd'hui, où le vent de la liberté est en train de souffler, aura besoin de juristes qui vont faire preuve, qui vont faire avancer la cause des peuples africains et des États africains qui aspirent à la liberté. En tout cas, moi, je fais partie de ces juristes. Très bien. Ben merci, maître. On est arrivé au terme de notre bel échange. Oh, combien avec un contenu extraordinaire. Ben, comme je l'ai dit tantôt, ne nous fermez pas la porte chaque fois que nous aurons besoin de vous. Nous avons besoin de vos connaissances et merci d'avoir répondu présent à notre échange. Et il nous reste tout simplement à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, ceux qui nous suivront après coup, parce qu'on a quand même la provision pour que les gens puissent suivre nos émissions après également. Et nous serons donc au plaisir de notre prochaine émission. Merci Cliquez beaucoup. pour aimer nos émissions. Vous savez que ce petit geste d'aimer, de cliquer, de partager, c'est une contribution, n'est-ce pas, à la félicité de nos émissions. Merci, Maître Babin. En tout cas, je vous remercie beaucoup et à la prochaine émission. À la prochaine émission. Je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci beaucoup, Maître. Et je dis, comme disent les Congolais, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, absolument. Absolument. Merci et au revoir. Allez, merci.